Et c'est la fin, bientôt la fin de ces 24 heures chrono de l'international. Pour cette émission de clôture, on parle de Paris, de la France, de la francophonie. On évoquera notamment en fin de cette émission les règles sur la fiscalité pour les impatriés. Et d'abord, pour refermer cette 11e édition des 24 heures chrono d'international, son organisateur, Henri Bazergue. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Yves Vigo est également sur le plateau, directeur général de TV5 Monde. Bonsoir, j'étais en train de bosser, je suis venu vous rejoindre. Eh bien, merci d'être descendu du 8e. Charles-Henri Chenu, vous êtes là, vice-président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, en charge du réseau international et notamment de la francophonie. Et un futur lauréat est également sur ce plateau, en la personne de Emmanuel Fayad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur d'Open Sky International. C'est une école privée totalement bilingue, basée en région parisienne, Boulogne-Billancourt précisément, école maternelle et primaire. On vous recevrait dans quelques instants le prix de la francophonie dans cette émission. On va savoir pourquoi dans un instant. Mais d'abord, Henri Bazergue, c'est la fin donc, de ces 24 heures chrono de l'international. Quel bilan tirez-vous après 25 même émissions sur plusieurs villes du monde ? On tire un bilan forcément positif, d'abord parce qu'il y a un engouement général et exceptionnel, d'une part. D'autre part, c'est vrai qu'on avait mis des nouveautés cette année, puisqu'on avait un bouton pour que les gens puissent poser des questions, et on en a reçu pas mal. Et aussi un autre bouton, là on va découvrir ça la semaine prochaine, de gens qui peuvent envoyer des vidéos. Donc ça va être intéressant parce que ça veut dire que le site des 24 heures chrono n'est pas fini ce soir. Les 24 heures chrono vont continuer toute l'année avec des nouvelles vidéos. Et notre rédaction va justement demander tous les mois, avec des sujets précis, pour que les gens puissent répondre aux questions, s'ils ont eu des problèmes pour s'installer ou quels sont les problèmes qu'ils voudraient résoudre, et d'envoyer des vidéos pour pouvoir témoigner. Donc, je crois que c'est important. Parce que cette émission, ces 24 heures, continuent à vivre tout le reste de l'année. Voilà, c'est ce qu'on a voulu, parce que depuis, avec Yves, depuis 10 ans qu'on fait les 24 heures chrono, bon, il faut toujours apporter de la nouveauté, parce que sinon on finit par se lasser. Donc ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est de découvrir des nouvelles capitales, des nouveaux pays, ça c'est bien. Mais bon, on a créé un nouveau site cette année, les 24 heures chrono international. Maintenant, si vous regardez, nous avons 275 émissions qui ont été réalisées ici. Ça fait beaucoup. Sur 275 villes, donc. Voilà. C'est une mine d'informations. Voilà, donc il y a des villes qu'on a fait plusieurs fois. Là, ouais. Tout à l'heure, Miami, on l'a déjà fait 3 fois. Mais on est obligé, tous les 4-5 ans, de refaire une ville parce qu'il y a des nouvelles législations, il y a des nouveautés. Mais ce qui est important, c'est de voir justement ce besoin qu'ont les Français qui veulent partir à l'étranger, justement de trouver les meilleurs opérateurs. Voilà, donc grâce à la présence de TV5 à travers le monde, très gentiment, ils nous aident, ils nous accompagnent et ils nous propulsent justement sur cette planète et on essaye d'être à la hauteur de leurs compétences. Vous avez compté combien d'invités vous avez fait venir pendant ces 24 heures dans ce studio ? C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que maintenant, contrairement à ce qu'on annonce, avant on était fiers, on avait 200 invités, etc. Figurez-vous, maintenant on en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'avec les réseaux... Non, parce qu'on essaye de les faire parler plus longtemps. Parce que c'est vrai que quand on a 24 émissions en 24 heures, on survole une émission en 1 heure. Donc il est intéressant, surtout grâce au réseau des conseillers du commerce extérieur, des chambres de commerce, etc., de trouver les meilleurs dans le monde. Et quand on a les meilleurs, il faut mieux les laisser parler. Et donc c'est pas grave, si on n'en a pas beaucoup, on a les meilleurs. Donc voilà, donc on ne va pas annoncer des chiffres en disant on en avait 400. Non, on en a peu, mais c'est les meilleurs. Voilà. Très bien. Alors évidemment, l'expatriation de tous ces Français et de toutes ces villes dont on a parlé pendant ces 24 heures, ça fait vivre une langue, la langue française, la francophonie, d'où la présence sans doute de TV5 Monde dans ce projet des 24 heures chrono international. Je parle très correctement français. On va le vérifier tout de suite. Quelle est l'importance et le rôle de TV5 Monde dans ce monde de la francophonie ? Notre mission, nous, c'est de promouvoir l'information et la culture francophone sur l'ensemble de la planète, auprès des francophones, mais aussi auprès des francophiles, à travers les 14 langues de sous-titrage de la plupart de nos programmes, et donc de faire aussi la promotion, non seulement évidemment des valeurs des 5 pays qui nous financent, pour mémoire, la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui est la partie francophone de la Belgique, mais aussi des 84 États qui sont les membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui ont été rejoints par notamment l'Argentine et la Corée du Sud, fin novembre, lors du dernier sommet des chefs d'État.
Il y a aussi la Nouvelle-Calédonie et l'Ontario, on va dire, qui sont plus naturellement francophones, et puis sont pas des pays, en tous les cas, ce sont des États ou des territoires, et de faire la promotion. Donc non seulement de nos valeurs partagées, mais aussi des créations, du cinéma, des séries télévisées, des documentaires, des talk-shows, des émissions de débat, des magazines, des journaux, donc non seulement de nos 5 pays fondateurs, mais aussi de l'ensemble de la francophonie. Voilà, ça c'est notre mission de base, avec une mission additionnelle qui est, et vous l'évoquiez tout à l'heure Antoine, qui est l'apprentissage et l'enseignement du français. Alors, et partant de tous les niveaux, c'est-à-dire depuis le primo-apprenant jusqu'au niveau universitaire. Avec un site spécialisé sur tv5monde.com. Avec même 2 sites, un site qui s'appelle Apprendre et enseigner le français, et puis un autre que nous opérons pour le ministère des Affaires étrangères français, qui s'appelle Parlons français, c'est facile. Et voilà. Vous avez des retours, alors 20 sur 20, vous parlez effectivement très bien français. Je vous remercie. Non, vous avez... C'est ce que me dit mon éditrice. Oui. Parce que vous écrivez aussi. Vous avez des retours justement des apprenants qui ne sont pas forcément francophones au départ et qui remercient sans doute TV5 Monde de pouvoir leur permettre d'apprendre la langue. Sûr. Et évidemment, on a beaucoup de retours, et puis on travaille évidemment avec les instituts français, avec les alliances françaises, notamment par exemple celle de New York, qui ne travaille que à partir de nos programmes. D'ailleurs, il y a des posters et des affiches. Quand je suis arrivé la première fois à l'Alliance française de New York, j'ai vu un poster immense de Didier Roustan. Alors, voilà, je me suis dit, je ne savais pas qu'il était connu jusqu'à New York. Après, j'ai compris quelle était la raison. Oui, bien sûr, on a beaucoup de retours, des utilisateurs. On a eu notamment une très belle surprise. On a mis gratuitement en ligne aujourd'hui 530 ouvrages classiques de la littérature française, de la littérature francophone. Et donc c'est gratuit. On va sur le site, on peut les télécharger, etc. On a eu des retours absolument incroyables. Alors, un peu là où on s'y attendait, c'est-à-dire en Afrique, où effectivement il y a peu de librairies, peu d'occasions de trouver des livres, mais aussi notamment des États-Unis. Il y a des communautés à Atlanta, par exemple, ou à Houston, dont on a pu voir qu'ils avaient téléchargé les 530 ouvrages, ce qui donc montre qu'il y a un besoin, et effectivement qu'il y a peu de librairies françaises, effectivement, à Houston ou à Atlanta par ailleurs. Mais donc on a ce retour, et puis le dernier en date, la dernière en date de nos actions, c'est qu'on a développé un programme d'apprentissage et d'enseignement du français pour les migrants. Effectivement. Alors, l'apprentissage du français, c'est aussi votre rôle, Emmanuel Fayad. Vous êtes donc basé, je disais tout à l'heure, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Vous avez fondé une école qui s'appelle Open Sky International. Et vous allez recevoir, c'est le moment solennel, ce prix de la francophonie, remis donc par Yves Bigot, qui pèse très lourd, visiblement. Pour les efforts que vous avez réalisés avec votre école primaire qui enseigne le français aux enfants impatriés, âgés de 3 à 8 ans, en l'occurrence. Alors, je me permets une petite correction. Vous allez élargir encore les âges prochainement, c'est ça? Alors, deux petites corrections. La première... Pardon, comme ça. Merci Henri. On le voit, le prix. Il n'y a pas la photo d'Henri, pourtant. Non, mais il y a la caméra, là. Il y a la caméra. Donc, la première précision, c'est qu'en fait, c'est mon épouse qui a fondé l'école. C'est elle, l'âme de l'école. Moi, je suis là pour développer tout ça. Et la seconde, en fait, c'est que nous prenons les enfants à 8 ans jusqu'en fin de primaire aujourd'hui. À 2 ans, pardon. Ah oui, de 2 à 10 ans. Ça fait école maternelle aussi, on est d'accord. Voilà, et là, je peux vous l'annoncer, en fait, nous ouvrons un collège en septembre prochain. Donc, en fait, et après, ça sera suivi par l'ouverture d'un lycée bilingue. Et une université. On va s'arrêter là. Vous n'imitez pas. On en parle dans 10 ans, mais... Non, je pense que... Il y a de quoi faire, il y a de quoi défendre la langue française et aussi l'international, puisque une de nos spécificités, c'est que nous sommes une vraie école bilingue, puisque 50% de l'enseignement est en anglais, 50% est en français, mais avec un choix que nous avons fait en termes d'excellence, puisque je pourrais vous montrer, j'ai amené quelques livres de français, puisqu'on parle de la francophonie. Oui, vous allez nous parler de la méthode d'apprentissage que vous utilisez. Nous avons fait le choix d'être grosso modo 2 ans en avance sur les autres écoles, puisque chez nous, à 4 ans, les enfants savent lire et écrire en anglais. À 5 ans, ils savent lire et écrire en français. Et après, je dirais, cette avance, encore une fois, grâce au travail de mon épouse, perdure. Et le collège sera le premier vrai
collèges bilingues en France, en tout cas en Île-de-France, permettant à l'issue du cycle au lycée, soit de passer le baccalauréat français, soit de passer le A-level britannique, soit les deux. Quel est le profil des élèves? Alors aujourd'hui, nous avons... Pardon ? Pas au début. Pas au début. Même pas. Pas au début. Même pas. Aujourd'hui, en fait, nous avons grosso modo un tiers de familles françaises et 2 tiers d'enfants d'expatriés. Et dans les expatriés, nous avons une vingtaine de nationalités. Et figurez-vous que la plupart des élèves qui rentrent chez nous ne parlent ni le français ni l'anglais. Donc ils parlent quoi? Ils peuvent parler espagnol, russe, chinois, japonais, allemand. Donc ils apprennent les 2 langues en même temps. Ils apprennent les 2 langues en même temps. Rose, mon épouse, a mis en place des méthodes qui permettent au bout d'1 an à l'enfant de parler couramment la langue et même de l'écrire, puisqu'ils écrivent très tôt. Et alors, comment vous faites très concrètement, justement, pour arriver à ce résultat aussi rapidement? Vous avez emmené des exemples de manuels scolaires? Oui, alors ça, ce sont des manuels que nous utilisons pour l'enseignement du français. Alors, comment on fait? Déjà, on a un programme qui est extrêmement ambitieux. Un des rôles premiers de Rose, c'est de passer son temps à regarder ce qui se fait dans le monde, pour voir ce qui se fait de mieux. Par exemple, les mathématiques, on parle beaucoup du niveau de mathématiques en France. En fait, on se rend compte que l'enseignement des mathématiques, sauf dans les grandes écoles d'ingénieurs, etc., est d'un niveau relativement bas comparé aux autres pays, malheureusement. Donc nous, les mathématiques, ça vient de Singapour. Le français, vous voyez, des manuels comme celui-là, sont des rééditions des années 50 et 60, à l'époque où le français est enseigné dans toute la richesse que vous écrivez aujourd'hui. Donc, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est peut-être un peu petit, mais ça, c'est un texte que des élèves de CE1 lisent au mois de septembre de CE1. Donc, par exemple, ce que montre Henri, donc nous apprenons l'histoire de France. Donc les enfants qui viennent d'une vingtaine de pays chez nous apprennent l'histoire de France. Et l'histoire de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle, en passant par Napoléon, Henri IV, je l'ai fait dans le désordre. Oui, on en a eu plein. Donc finalement, ils sont à Saint-Denis pour beaucoup, hein, à la pour une bonne partie, oui. Donc c'est basé sur des programmes de très haut niveau, avec une remise en cause permanente. C'est basé sur des enseignants qui sont, comment dirais-je, formés en permanence. Chez nous, les enseignants ont entre 10 et 15 jours de formation par an, ce qui est rarissime dans les écoles. Parce que nous estimons que... Pourquoi? C'est quoi? Comment vous leur apprenez quoi de plus? On leur apprend les évolutions pédagogiques, par exemple. D'accord. On leur apprend... Donc la méthode n'est pas constante. La méthode... on enrichit en permanence. Ouais. On enrichit en permanence. Et puis, nous utilisons des nouveaux produits. Par exemple, toutes nos classes sont équipées des dernières générations d'écrans interactifs. Nous sommes la seule école en France à être équipée d'un logiciel hongrois qui est considéré comme le meilleur logiciel d'apprentissage au monde. Donc, il y a des formations. Ouais. Tous les enseignants sont équipés de tablettes, etc. Donc, il y a des formations. Ça ne sert à rien de mettre un outil informatique dans les mains d'un collaborateur, qu'il soit enseignant ou autre, si vous ne le formez pas. Donc, et même les évolutions... un autre exemple, nous avons fait une journée de formation sur comment gérer les enfants précoces. Parce que des enfants précoces, il y en a dans toutes les écoles, sauf que les enseignants, même si avec toute la meilleure volonté du monde, si on ne leur explique pas comment gérer un enfant précoce, ils ont du mal à le gérer. Henri Bazerque, c'est pour toutes ces raisons que vous avez sélectionné cette école pour recevoir le trophée de la francophonie aujourd'hui? Oui, d'abord, c'est la première année qu'on fait ça. Et on décernait déjà un trophée de l'exportation. Et je trouvais que vis-à-vis de Yves Bigot, c'était la moindre des choses qu'on fasse un trophée de la francophonie parce qu'ils font un travail colossal à travers le monde. Vis-à-vis de la francophonie en général. Voilà. Et donc j'ai voulu qu'en émission de clôture, ils puissent remettre un trophée à quelqu'un qui valait vraiment la peine, qui faisait un travail vraiment magnifique. Parce que c'est tellement beau. Nous, on a fait des clips, on a tourné justement, et de voir ces enfants de 3-4 ans qui vous parlent en français, et qui vous disent qu'ils savent écrire et lire. Ils ont à peine appris il y a quelques mois. C'est bluffant, quoi. Donc je trouvais que c'était important qu'ils soient honorés, que Open Sky soit reconnu. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'associer à TV5 qui fait ça tous les jours, se battre pour la francophonie. Et en même temps,
On a une vision justement de la francophonie et du français qui n'est pas contre les autres langues. Nous, on est pour le bilinguisme, pour le trilinguisme, évidemment, etc. On est pour que, en revanche, le français existe, il soit présent, mais que ça ne soit pas au détriment des autres langues, alors notamment en Afrique, des langues nationales, des langues véhiculaires, etc. Le français qui a un avenir Et pour le l'anglais moins. qui n'est pas notre ennemi, puisque moi-même, je défends d'autant mieux la francophonie que je parle En anglais. Et nous, une de nos... Comme d'ailleurs la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, qui, lorsqu'elle cherche les toilettes, me le demande en anglais. Parce que c'est on note la précision. Non, mais c'est plus discret, parce qu'elle peut dire Where can I refresh my excellency? On peut trouver des formules en français. Ce sont les chiottes. Et nous, un de nos objectifs, ce sont des petits Brésiliens, des petits Russes, etc. Au bout d'un an, ils parlent bien le français. Au bout de 2 ans, ils le parlent couramment, voire de manière totalement bilingue. Et quand ils reviennent chez eux, c'est aussi une défense de notre langue, de notre culture, de notre pays. Parce qu'ils lisent énormément. Juste une chose pour conclure. Moi, j'étais pendant 7 ans à Miami. J'étais énervé. À chaque fois que le consul écrivait au français, il écrivait en anglais. Donc un jour, je lui dis, mais mon cher consul, vous croyez que l'ambassade américaine, quand on fait une manifestation à Paris, ils parlent en français, ils parlent en américain. Donc écrivez-nous en français. On est français. Et c'est vrai que même vis-à-vis des représentants de l'État à l'étranger, on est obligé de se battre pour qu'ils parlent français. Donc c'est un combat, et pourtant la France a promis, le français plus exactement, est promis un grand avenir. C'est une langue qui va devenir une des langues les plus importantes au monde à un horizon assez proche. Alors aujourd'hui, on comptabilise 275 millions de francophones, ou en tous les cas de gens qui comprennent le français sur la planète. En réalité, 220 millions qui le parlent réellement dans leur vie quotidienne. Alors, les chiffres qu'on nous annonce sont effectivement assez faramineux, puisqu'on parle potentiellement de 400 millions en 2025, 700 voire plus millions en 2050. Alors c'est une potentialité, mais encore faut-il s'en occuper. Donc il y a effectivement des opérations d'enseignement, mais on peut le constater sur le terrain en Afrique, ça n'est pas assez, ça n'est pas suffisant, les outils ne sont pas assez nombreux, ne sont pas à la hauteur, etc. Et c'est alors en partie notre mission à TV5 Monde, mais on ne peut pas être les seuls à le faire, mais de porter justement l'enseignement de la langue française, alors de manière effectivement à travers nos sites et nos outils, mais bêtement aussi avec les programmes que nous diffusons, et les langues de sous-titrage aident justement beaucoup à apprendre et à comprendre la langue. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé au mois de juin dernier TV5, qui est donc notre chaîne enfant, ludo-éducative pour les 4-13 ans sur l'ensemble du continent africain. Justement pour que parce que ces chiffres faramineux, il ne faut pas se raconter d'histoire. Je crois qu'on s'est compté là 67 millions de Français au dernier comptage. Voilà. On ne sera pas plus nombreux de Français, on ne sera pas plus nombreux de Belges, on ne sera pas plus nombreux de Suisses ni de Canadiens à parler français. Donc c'est le continent africain. C'est la démographie africaine qui porte cet avenir, et qui est un avenir qui est très important, parce que pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est d'abord la garantie d'avoir de l'emploi. C'est la garantie de l'importance de notre culture, de notre politique, de la présence géostratégique des francophones. Mais c'est sûr, il faut s'en occuper, et je dirais même mieux, c'est qu'il faut s'en occuper maintenant. Parce qu'avec le développement des médias, l'ouverture notamment de l'Afrique à la TNT, le développement des médias radio et télévision privés, eux vont le faire, et c'est tout à fait logique pour des questions d'effet miroir. C'est les radios qui se montent en RDC aujourd'hui, ou les chaînes privées qui vont démarrer, elles sont en lingala, en swahili, etc. Donc c'est évidemment une menace pour le français demain. C'est pour ça que, encore une fois, c'est très bien que les Congolais parlent lingala et swahili, ou les Sénégalais wolof, etc. C'est normal, c'est leur culture, c'est leur langue. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le français soit à côté de ces langues, voire à côté de l'anglais, qu'on ne peut pas empêcher d'exister. C'est la langue fun, c'est la langue des jeux vidéo, c'est la langue de la musique mondiale, voilà, c'est la langue des séries télé. Donc penser que l'anglais va disparaître, ça serait une erreur, mais en revanche, que le français soit absolument présent à côté de ces langues, c'est capital, et c'est capital, je vous dis, pour l'emploi et pour l'avenir économique de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada, etc. Emmanuel Fayad, vous pensez précisément que votre école, ou en tout cas la méthode pédagogique, sera exportable ? Ah, tout à fait, oui. Vous savez, nous n'avons rien inventé.
Notre valeur ajoutée, c'est 1, d'être pragmatique, 2, surtout pas dogmatique, et 3, d'aller chercher ce qui se fait de mieux dans le monde. Des idées excellentes, il y en a partout dans le monde. Je pense qu'il ne faut pas rester cloîtré sur son précaré, sur son exception culturelle, mais il faut s'ouvrir. Comme disait M. Bigot, il y a des choses partout. Et je voudrais rajouter que le français aussi, une langue des affaires et de la diplomatie. Bien sûr. Aujourd'hui, je crois que la langue française est la troisième langue, le français est la troisième langue des affaires dans le monde, après l'anglais et le mandarin. Et c'est la deuxième la plus enseignée dans le monde, après. Voilà. Donc, et ça, c'est important. C'est aussi pour ça que nous mettons autant d'importance sur le français auprès des 2 tiers d'élèves étrangers que nous avons, pour que derrière, quand ils retournent chez eux, ils gardent ce français-là. C'est des alumni, en fait. On va dire ça comme ça. Charles-Henri Chenu, effectivement, on parle d'affaires, on parle de langue française. Il y a une francophonie économique? Ah oui, il y a une francophonie économique très importante. Ce que disait Yves Bigot est fondamental parce que, bon, on ne va pas ergoter sur les chiffres, très certainement, d'ici 2050-2060, il y aura 3 fois plus de locuteurs dans le monde. Et le français véhicule aussi le juridique et les affaires dans le même train. Oui, donc la bonne gouvernance aussi. Et la bonne gouvernance. Juste un chiffre qui est très éclairant, sur 220 millions, 230, peu importe, de locuteurs dans le monde, c'est 16% de PIB mondial que produisent les pays francophones et francophiles, à 7% de croissance par an, ce qui est inégalé pour sur le reste de la planète. Qui est de 3%. Donc il y a un soutien fondamental à opérer sur la francophonie, c'est évident. Charles-Henri Chenu, vous restez avec nous. On va poursuivre cette conversation autour notamment de la francophonie. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve dans un instant. Merci Antoine. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. C'est la suite de cette toute dernière émission des 24 heures chrono de l'International, toujours en plateau avec Charles-Henri Chenu. Vous êtes notamment vice-président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, vous êtes avocat également. La francophonie, donc on en parlait avant la petite coupure pub, il y a des choses qui vont avancer, qui pourraient avancer en matière d'enseignement de la langue? Oui, je reprendrai très rapidement le rapport de Jacques Attali de 2014 qui a été remis au président Hollande, qui était en sous-titre francophonie moteur de croissance durable. Donc les enjeux sont absolument considérables, mais il faut réagir assez vite. Alors il faut surtout augmenter et conforter l'offre du français. Il y a 2 manières de chemins qu'on pourrait suivre. D'abord le français dans un cadre plus scolaire. Je ne reviens pas sur la polémique qui est née autour des lycées français, mais vous avez beaucoup de Français qui ne mettent pas leurs enfants au sein des lycées français pour des raisons simplement géographiques et de logistique. Les lycées sont dans des grosses capitales, dans des métropoles, et dans le reste des pays à l'étranger, vous n'avez pas ce support du lycée français. Donc renforcer le système FLAM, qui sont des associations de parents dont on avait parlé hier, renforcer, et c'est fondamental, le CNED, c'est-à-dire l'apprentissage à distance, et puis donner une accentuation très forte sur le numérique, qui manque aujourd'hui et qui est très certainement, j'allais dire l'avenir, non, qui est aujourd'hui un vecteur fondamental.
Ça, c'est le scolaire. Le professionnel, il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'il faut réunir les partenaires de la francophonie français, les instituts, les alliances françaises, TV5 Monde, qui est une très belle vitrine d'émissions, de spectacles, de films, mais l'arrière-cours derrière cette vitrine, justement, cet arrière-cours de formation et d'enseignement est fondamental. Et je voudrais saluer ici le projet pilote qu'il y a au Brésil, qui est mené par un ami Loïc Gosselin, qui consiste à offrir aux étudiants de l'Alliance française un accès à TV5 Monde et tout ce qui s'ensuit dans cette chaîne éducative. Et donc on va avoir la qualité de TV5 Monde avec l'offre pédagogique de l'Alliance française. Enfin, les partenaires français jouent ensemble dans la même cour pour défendre cette cause qui en a vraiment besoin aujourd'hui. Il y a question aussi d'un rapprochement avec l'AEFE. Oui, nous nous sommes aperçus, nous les conseillers du commerce extérieur, qu'on est 3000 dans le monde, que 71% d'entre nous participent aux actions de l'AEFE. L'AEFE, pardon, je n'ai pas précisé, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Voilà, qui anime et suit l'enseignement français à l'étranger. Donc l'idée, c'est d'avoir ces hommes et ces femmes d'entreprise, conseillers du commerce extérieur, beaucoup plus partie prenante au sein des enseignements français, des lycées français à l'étranger, et même de créer un statut particulier de personnalités associées dans les conseils de ces établissements pour permettre des formations, un éveil au monde professionnel, de la formation, etc. Et alors, vous, en tant que conseiller du commerce extérieur, vous envisagez aussi un rapprochement avec l'OIF, le Forum francophone des affaires. Voilà, j'ai rencontré le président hier, on en a parlé. Le Forum francophone des affaires est le premier réseau mondial d'entreprises francophones. Et nous, les conseillers du commerce extérieur, nous sommes le premier réseau mondial d'entreprises françaises. Donc la synergie, le rapprochement était naturel, tellement naturel qu'il ne s'est jamais fait. Donc l'idée, là aussi, c'est de mutualiser nos moyens, de donner une caisse de résonance beaucoup plus importante aux actions que nous portons autour de la francophonie sous le prisme de l'entrepreneuriat. Très bien, merci beaucoup Charles-Henri Chenu d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va poursuivre cette émission avec 3 nouveaux invités. Dans un instant, on parlera évidemment de l'impatriation des étrangers vers la France et en particulier à Paris. Dernière heure, dernière émission des 24 heures chrono de l'International. On parle donc maintenant de l'impatriation à Paris, parce que c'est à Paris que la plupart des impatriés qui viennent en France s'installent. C'est même plus de la moitié. Et ce chiffre vient d'une étude qui a été réalisée par la SBE Banque Populaire et par Paris 21.tv, une étude sur l'impatriation en France qui dresse le profil précisément de ces différentes personnes qui viennent travailler et s'installer en France. Pour en parler notamment autour de ce plateau, Isabelle Blanche-Pimpin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des opérations chez Europe Auto. Oui. Richard Tsipine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes General Manager de Barnes International, une agence immobilière haut de gamme. Mm-hmm. Et Patricia Glazel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller du commerce extérieur, directrice Europe de Berlitz Global Leadership Training. Exact. Et vous avez l'habitude précisément d'aider les impatriés à venir en France et à
découvrir la culture française. Avant de se pencher sur l'étude, qu'est-ce que vous dites, vous, aux impatriés? Quels sont les traits de caractère des Français? Comment vous les présentez aux étrangers? Vous allez vite en la matière. C'est vrai qu'au-delà de la langue, de l'apprentissage du français, on leur apprend à rentrer dans l'état d'esprit, la culture et l'appliquer à leur environnement, à leur management. Parce qu'on leur dit que c'est une culture complexe, un héritage lourd, notre histoire, un pays où il y a beaucoup d'exigences en matière de formation et ainsi de suite. Et ils arrivent toujours avec un préjugé fort d'une culture de loisirs, d'une culture de vacances, une culture de grève, par exemple, pour ne citer que quelques exemples. Et très vite, ils sont un peu déstabilisés par la capacité de travail des Français avec lesquels ils sont amenés à interagir. Donc il y a un peu cette contradiction à gérer qui peut créer des malentendus et un peu, ils sont déstabilisés, on va dire. Vous vivez au Canada. Oui. C'est une image, effectivement, que vous confirmez. On a cette image de la grève, en particulier sur l'entrepreneuriat en France. Oui, donc qui nous pose des problèmes, puisque nous sommes dans la location de voitures. Donc nous avons des touristes qui arrivent en France et qui sont parfois confrontés, effectivement, à des problèmes de grève, de problèmes de manque de carburant. On a eu le cas récemment. Et on a aussi des problèmes d'adaptabilité, effectivement. Les Français sont un petit peu arrogants. Les Français ne nous comprennent pas toujours. Donc c'est vrai que nous parlons le même français, mais il ne faut pas toujours d'efforts. Donc c'est vrai qu'il y a une barrière quand même culturelle qui est là. Mais bon, ce sont nos cousins, donc c'est vrai qu'il y a quand même, en tant que touriste, ça passe bien. Après, est-ce qu'on aurait envie d'habiter en France et d'y travailler? Certains, oui, viendront en France et peut-être en région, parce que ça les rejoindra probablement plus. Alors, pour compléter un peu notre discussion, le profil de ces impatriés sont essentiellement européens. Et ensuite, ce sont les Américains du Nord qui viennent s'installer en France. Donc, plus de la moitié même vivent en France, je l'ai dit tout à l'heure. Plus de 4 sur 10 ont rencontré leur conjoint en France. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'intégration se fait quand même très bien. Dans un profil jeune, alors. Alors, la moyenne d'âge, c'est 41 ans. De ces impatriés, d'après cette étude. Ils sont pour la plupart salariés en France, statut cadre à 54%. Alors, pour eux, ce qui les fait venir en France, c'est l'intérêt de la mission et l'attrait pour le pays, et non pas l'envie de quitter leur pays, ce qui est pourtant souvent un motif d'expatriation cité par les Français, qui, eux, veulent quitter leur pays. Les événements dramatiques survenus en 2015 ont eu un peu un impact, évidemment, sur l'envie de venir en France. Ils ne sont plus que 2 sur 10 à n'éprouver aucune crainte à venir et à être en France. Le terrorisme, notamment, effraie désormais le quart des impatriés. D'un point de vue logistique, trouver un logement reste la plus grande difficulté que rencontrent les impatriés. Pourtant, il y a eu des lois, notamment la loi Allure, qui ont été prises dans ce sens. On va pouvoir en parler tout à l'heure. L'administration française et sa lourdeur légendaire font ici encore des mécontents, même si ça semble avoir un peu régressé, cette crainte. Au niveau de l'accueil qui est réservé dans l'entreprise, 7 impatriés sur 10 en sont satisfaits. Le côté sur la culture française, le côté bon vivant, la culture des compatriotes les rendent plutôt sympathiques auprès d'un impatrié sur 2. Et la langue et le coût de la vie sont les difficultés majeures. Et puis globalement, 7 impatriés sur 10 aiment leur vie dans l'Hexagone, à tel point que plus de la moitié n'envisagent pas de la quitter avant l'âge de la retraite. Bon, c'est quand même un peu rassurant. On peut parler alors effectivement des problèmes de logement, vous les rencontrez au quotidien. Vous êtes dans votre agence, j'imagine, confronté régulièrement à des impatriés qui cherchent un logement à Paris. C'est une difficulté réelle? Oh, pas vraiment, non. Non, pas d'être confronté, mais de trouver un logement pour les impatriés à Paris. Oui. Alors d'abord, Barnes, c'est une agence immobilière internationale intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage que nous avons, c'est que nous voyons les flux d'impatriés ou d'expatriés passer d'un pays à l'autre en fonction des problèmes de monnaie, des problèmes économiques, financiers, etc. Donc c'est vrai qu'on a vécu un moment un peu difficile en France depuis quelques années, où on voyait plutôt les Français partir et quelques étrangers éviter de venir pour des problèmes fiscaux, on va dire, et voire des problèmes de ce que vous avez évoqué, terrorisme ou autre. Donc il y a eu quelques gênes depuis quelques années. Et là, depuis un an, les choses s'inversent tranquillement. On a une ville avec Paris qui attire terriblement les étrangers et qui séduisent à nouveau quelques Français qui étaient partis et qui finalement ne s'amusent pas où ils sont arrivés. Ils ont envie de revenir. Alors le problème de l'immobilier à Paris, c'est effectivement l'offre qui est un peu plus faible en ce moment. On a une demande très forte, une demande à la fois des Français mais aussi des étrangers. Et la demande des étrangers concerne en général l'immobilier très haut de gamme.
Je dirais que sur ce qu'on appelle l'immobilier d'exception, qui correspond à des biens d'une valeur supérieure à 4 millions d'euros, les étrangers représentent à peu près la moitié des acquéreurs. Voilà, donc le rapport de l'offre et la demande est favorable aux vendeurs aujourd'hui et les prix sont en train d'augmenter. Le profil du coup de ces personnes-là sont des gens qui ont sans doute moins de difficultés à s'intégrer en France. Oui, absolument. Enfin, ce ne sont pas des gens qui viennent forcément s'installer pour travailler, ce sont des gens qui peuvent chercher aussi une résidence qui n'est pas leur résidence principale. Et je dirais qu'il y a différentes typologies d'étrangers. Vous avez des étrangers qui viennent du Moyen-Orient, des étrangers qui viennent des pays de l'Est, des étrangers qui viennent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de l'Europe. Et en fonction de ces différentes typologies, vous avez des recherches différentes. Celui qui se sent proche des racines françaises, de l'histoire, de la culture, va chercher à s'installer au centre de Paris. Là, vous avez une histoire, une culture, des racines. Et puis, vous avez l'étranger qui vient de gagner beaucoup d'argent, qui vient de certains pays de l'Est ou autres, et qui cherche des endroits où il peut le montrer, où le nom de la rue résonne à ses oreilles et représente le luxe et l'argent. Patricia Glazel, sur l'immobilier, comment vivent les personnes qui viennent vous voir et qui ont l'intention de s'installer à Paris? Alors souvent, je dirais que je ne traite pas de cette problématique-là qui est traitée par les entreprises de relocation qui les accueillent. En général, c'est bien traité. Effectivement, on entend parler de l'étroitesse des logements, la difficulté de... je dirais que ce dont j'entends le plus parler, moi j'ai vu une claire arrivée en provenance d'Asie. Donc d'impatriés en provenance d'Asie, beaucoup de Chine, de l'Inde, où au-delà de l'immobilier, c'est plutôt la difficulté du conjoint à s'adapter, pas vraiment d'organisation de réseau des conjoints, qui est très bien fait pour les Américaines qui arrivent à Paris, les Anglo-Saxons l'organisent très bien. Les femmes chinoises ne sont pas organisées pour être accueillies. J'ai vu des femmes mexicaines arriver avec des niveaux de vie importants à Mexico, par exemple, et qui se retrouvent certes dans une belle maison à Saint-Germain, mais sans domestique, sans aide, déracinées, et donc qui en fait ne sont pas heureuses du tout dans la première phase de l'adaptation. On voit aussi la difficulté pour des cultures africaines à laisser leur famille, mais ça marche aussi pour les Asiatiques, à laisser leurs parents, et ça c'est une vraie problématique où étonnamment il y a une transformation. On passe d'une mentalité un peu collectiviste où on se sent paria, on a laissé tout le monde derrière, puis on devient plus individualiste, donc on a du mal à repartir parce qu'on prend goût à s'occuper un peu de soi et de sa famille rapprochée. Voilà, donc je dirais que c'est très étonnant, intéressant de voir cette transformation liée à l'arrivée en France, et pas seulement, de cultures qui ont du mal à s'adapter, en fait, dans un environnement auquel on ne s'attendrait pas à ce qu'ils aient tant de mal à s'adapter, mais culturellement, il y a un choc. Ouais. Richard Zépine, quels sont les quartiers les plus prisés par les étrangers qui viennent s'installer à Paris? C'est ce que je disais à l'instant, c'est que les rues renommées. Pardon? Ce sont les rues les plus renommées. Oui, alors vous avez l'avenue Montaigne, par exemple, qui attire les gens, la clientèle que j'évoquais, qui recherche le luxe et autres. Et puis vous avez toute la rive gauche de Paris, le centre, le cœur de Paris, le Marais. Tous les arrondissements à un chiffre. Ce sont des arrondissements qui sont les plus valorisants, les plus séduisants, qui représentent le Paris qui fait rêver le monde entier. Et nous venons de sortir, d'ailleurs, on fait une conférence de presse demain matin, une grande étude sur l'immobilier international haut de gamme, avec notre partenaire Warburg, qui est l'une des grandes agences immobilières new-yorkaises. Et Paris fait partie des 5 grandes villes mondiales qui séduisent le plus les étrangers à très fort pouvoir d'achat. Pour les rappeler, vous avez New York, Londres, Tokyo, Sydney et Paris. Donc Paris revient un petit peu dans la course de tête, on va dire, des grandes villes qui séduisent le plus les étrangers. Isabelle Blanche-Papin, vous confirmez ça, Paris séduit depuis plus d'étrangers? Oui, toujours. Ça reste une ville mythique. Et je crois aussi que ça séduit à nouveau parce que suite aux événements, il y a un niveau de sécurité qui a augmenté et ça rassure. Absolument. Donc je crois qu'on va vers quelque chose de mieux. Ce n'est pas négatif, enfin c'est négatif tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'aujourd'hui on a pris des mesures pour justement sécuriser. Alors il faut être réaliste, la sûreté reste un enjeu déterminant et on voit quand même beaucoup d'impatriés en provenance des États-Unis d'Amérique, de Chine refuser leur
destination parisienne pour des raisons de sûreté. Nous accompagnons dans la sûreté les personnes avec des entreprises spécialisées. On nous demandait ça sur des destinations comme le Mexique, le Brésil. Aujourd'hui, on nous le demande pour l'arrivée à Paris. Qu'est-ce qu'on demande précisément ? Être formé à la sûreté. D'accord. Savoir comment réagir en cas d'attentat, savoir se protéger dans des quartiers particuliers et même les quartiers luxueux où, au fond... donc, il y a une vraie peur, une vraie appréhension. Et en accompagnant, on arrive à aider, à calmer. C'est comme tout. Mais on est obligé de le prendre en compte dans les grands groupes qui accompagnent leurs impatriés. Aujourd'hui, il y a jusqu'à 3 heures de sûreté sur la France, spécialement, qui est demandé et qui les aide à venir. Sinon, on a des refus et véritablement un sentiment d'insécurité. Richard Tibine, vous êtes obligé de rassurer vos clients ? Non, parce que ceux qui viennent nous voir le sont déjà et sont sans doute passés par les fourches Colline, Patricia. Mais donc, eux sont convaincus, donc ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de s'installer ou en tous les cas d'acheter... Ils ne sont pas sur une mission professionnelle. Voilà, absolument. Mais en revanche, c'est vrai que les clients qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent des biens exceptionnels, la sécurité aujourd'hui fait partie des caractéristiques et dans les immeubles ou les propriétés qu'ils achètent, il faut des caméras, il faut la possibilité d'avoir un gardiennage. Voilà. Ils recherchent en réalité les normes internationales qu'ils ont d'ailleurs connues dans d'autres pays. L'affaire Kardashian a sans doute eu un gros impact d'ailleurs sur cette crainte. Absolument, bien sûr. Entre autres, mais les banlieues filmées représentent Paris, les voitures incendiées représentent la France et ainsi de suite. Et donc évidemment, ça joue un rôle. Alors, je voulais évoquer un point avec vous, Isabelle Blanche-Pimpin, qui est un avantage offert aux impatriés en France, qui est les véhicules immatriculés en TT. Oui, à quoi ça correspond exactement? Parce que je rappelle que vous travaillez dans une agence de location de voitures. Spécialisée en location de voitures, mais qui propose un programme qui est le TT, le transit temporaire, et qui est disponible. C'est un programme de location de voitures neuves avec Renault et Peugeot. Nous sommes le représentant canadien de Renault et de Peugeot. Et ça permet aux touristes de louer un véhicule neuf, complètement couvert au niveau des assurances pour la durée de son séjour, et il ne paye que les jours d'utilisation. Donc il loue un véhicule neuf pour 2 semaines jusqu'à 6 mois ou 1 an. Donc c'est un programme très particulier qui est un programme très, très qualitatif. Donc on tombe dans des voitures assez exceptionnelles puisqu'on a accès aux gammes de l'année de ces grands constructeurs. Et c'est un programme qui fait partie aussi, ça fait partie du cadeau qu'on se fait quand on vient en France, quand on est en vacances. On se gâte avec une voiture neuve, même si le prix est tout à fait équivalent à la location de voiture. Donc là, c'est pour les expatriés qui reviennent de temps Oui, nous, on envoie des touristes et des gens qui utilisent ce programme détaxé. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été sur ce bateau. On poursuit cette émission consacrée à la France et à Paris dans un instant. Merci. Merci.
Il est temps d'entrer un peu dans le concret, dans le dur, sur les différentes mesures dont vous allez pouvoir bénéficier si vous envisagez de vous impatrier, de venir vous installer en France et à Paris en particulier. M'ont rejoint sur ce plateau 3 personnes, à commencer par Stéphanie Lemaine-Tenaillot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate dans le cabinet Galahad, tout comme Nicolas Préliasco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également dans le cabinet Galahad. Et Philippe Sanson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CLES, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Alors, on va commencer par parler de fiscalité. Quels sont les avantages, ou en tout cas les mesures qui existent pour un étranger qui viendra s'installer à Paris, en France ? Alors, la France a mis en place depuis un certain temps maintenant, puisque c'est un régime qui existe depuis 2003, un régime spécifique pour les impatriés, donc effectivement les salariés mandataires sociaux qui viennent depuis l'étranger pour prendre des fonctions en France, soit temporairement, soit de façon plus longue. En fait, à la base, c'était temporaire, mais finalement, c'est un régime qui s'applique aussi à toutes les personnes qui viennent travailler définitivement en France. Et ce régime n'a eu de cesse que d'être assoupli, en fait, par les divers gouvernements qui ont visiblement, en tout cas en commun, de vouloir renforcer l'attractivité de la France. Et donc, la dernière loi de finances a encore assoupli ce régime qui permet en fait à ces salariés de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur plusieurs éléments de rémunération, des éléments liés à leur impatriation en France et des éléments liés au fait qu'ils ont généralement une activité internationale et qu'ils se déplacent à l'étranger. Et donc, ça permet quand même d'avoir une belle optimisation fiscale. C'est un régime purement fiscal, donc qui ne touche pas la partie sécurité sociale, mais une belle optimisation fiscale pour toutes ces personnes qui peuvent en bénéficier. Nicolas Préliasco, ça va évoluer, en particulier pour attirer les Britanniques qui pourraient quitter le Royaume-Uni après le Brexit ? Alors, en fait, ça a déjà évolué, c'est-à-dire que cette évolution est déjà en marche. Elle date d'il y a juste quelques semaines. Il y a clairement une volonté de la France de faire venir ces Britanniques. Oui. Alors, de toute façon, c'est une volonté, ce que Stéphanie vient de dire, c'est-à-dire que c'est une volonté qui se ressent depuis l'instauration, vraiment même à un niveau embryonnaire de ce régime, donc dès 2003, parce que c'est encore une fois un régime qui n'a cessé de devenir plus avantageux chaque année. Là, on parle d'exonération d'impôt sur le revenu, sur des éléments de rémunération qui sont en fait très importants. Objectivement, c'est le régime le plus avantageux qui existe en France en matière d'impôt sur le revenu. Sachant que ça couvre aussi des éléments de revenus du patrimoine, puisque vous allez avoir une exonération de 50% sur éventuellement les revenus de capitaux mobiliers que vous allez percevoir de l'étranger, les plus-values que vous allez réaliser. Généralement, quand vous remplissez les conditions d'application de ce régime, vous avez aussi une exonération d'ISF pendant une certaine durée, puisqu'en fait, pendant 5 ans, on va considérer que vous n'êtes éventuellement passible de l'ISF que sur votre patrimoine situé en France. Donc tous vos biens situés à l'étranger ne vont pas être pris en compte, ce qui fait une différence assez notable avec les contribuables domiciliés en France et qui ne bénéficient pas de ce régime spécial. Et là, les dernières mesures qui ont été prises, on peut que voir ça comme une sorte de main tendue, effectivement, vers les personnes qui éventuellement travaillent actuellement à Londres et seraient tentées post-Brexit de se rapatrier en France ou juste de s'impatrier en France sans jamais y avoir vécu, puisqu'il y a 2 mesures phares là-dessus qui sont assez claires. C'est déjà l'extension de la durée d'application du régime, c'est-à-dire qu'on est sur un régime qui, alors même s'il peut toucher effectivement des gens qui viennent s'installer en France, par exemple à vie, c'est un régime qui a une durée limitée, c'est-à-dire que vous ne pouvez bénéficier de cette exonération, enfin jusqu'à la dernière loi de finances, vous ne pouviez bénéficier de ce régime que pendant 5 années. Là, depuis quelques jours, le Code général des impôts prévoit que ce régime peut durer pendant 8 ans pour les personnes qui viennent en France à partir du 6 juillet 2016. Donc vous avez cette extension de la durée, donc c'est quand même clairement dire aux gens que s'ils viennent en France pendant 8 années, ils vont vraiment pas du tout être traités comme des contribuables, on va dire lambda en France, puisqu'ils auront tout ce cortège de mesures particulièrement avantageuses. Et il y a une autre chose, parce que voilà, c'est un régime fiscal, donc c'est un régime qui ne concerne pas notamment la sécurité sociale, donc c'est un régime qui a plein d'intérêts pour les employeurs qui recrutent, il y a plein d'intérêts liés à ça, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas un intérêt de coût. C'est-à-dire qu'une entreprise française n'avait pas nécessairement un intérêt financier à faire ça. Il n'y avait pas moins de charges Non, voilà. Pas du tout. C'est pas du tout un régime qui avait ça. Et par contre, maintenant, là, depuis la loi de finances, vous avez une exonération de taxe sur les salaires. Or, la taxe sur les salaires, en principe, c'est souvent les entreprises du secteur financier qui la payent. Ouais. Donc, c'est quand même dire aussi
clairement que voilà, ce secteur financier londonien si important pour le Royaume-Uni qui risque de s'expatrier si l'accès au marché commun est réduit pour les services financiers. Ça marche parce qu'apparemment HSBC a l'intention de faire venir 1000 personnes, 1000 salariés depuis Londres à Paris. Philippe Sanson, alors en matière de protection sociale, ça évolue aussi très récemment. Alors, ça évolue. Il y a des sujets d'évolution. Sur le Brexit, pour reprendre le sujet que vous abordiez là à l'instant, la question n'est pas celle de nouvelles mesures. La question, ça va être les conditions dans lesquelles la Grande-Bretagne va effectivement sortir de l'Europe et va pouvoir ou non négocier, soit au niveau européen, mais c'est mal parti, soit dans le cadre de conventions bilatérales, le maintien d'avantages. Parce que avec le Brexit, la difficulté, c'est pas simplement sur le niveau éventuellement de cotisation, c'est que c'est tous des pans entiers de droits qui peuvent tomber. S'il n'y a plus de totalisation en matière de retraite sur le cumul des périodes, c'est pas juste un différentiel là, qui est le sujet. L'accès aux soins, s'il n'y a plus la carte européenne, et si la législation anglaise n'évolue pas, ça veut dire aussi une régression dans les droits. Alors non seulement pour les Britanniques qui relèvent du régime britannique, mais y compris pour des personnes, ça peut être des Français ou d'autres, qui seraient expatriés avec un contrat britannique et qui cotiseraient au système de sécurité sociale britannique. Donc, par rapport à la question même de la Grande-Bretagne, la question n'est pas de mesures plus attractives, ça va être surtout dans quelles conditions va pouvoir se négocier la sortie, voire, mais ça peut prendre du temps, la négociation d'accords bilatéraux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui c'est en train de se décider là, à la fois pour les impatriés, mais aussi pour les expatriés français? Il y a des évolutions qui s'annoncent. Il y a deux types d'évolutions. Il y en a une qui est purement franco-française, qui concerne, je dirais, les employeurs de salariés étrangers qui viennent travailler dans leur entreprise, où là, dans la loi de finances, a été introduit un article dans le Code de la sécurité sociale qui prévoit une obligation pour l'entreprise d'attester de la régularité de la filiation à un régime étranger, c'est quand il y a détachement. Et si l'entreprise n'est pas capable de le démontrer dans un certain délai, il y a un régime de sanctions. Bon. Et là, ça se situe dans un contexte, justement, et c'est le deuxième point d'attention, d'évolution possible des règlements européens, puisque la Commission a proposé le 13 décembre des évolutions assez importantes sur plusieurs aspects des règlements de coordination de sécurité sociale. Quels aspects ? Alors, il y a un aspect sensible, je ne rentrerai pas dans le détail, mais un point important qui concerne notamment l'indemnisation du chômage, parce qu'il faut savoir qu'en matière d'indemnisation du chômage, il y a une règle un peu particulière au regard des autres règles européennes qui fait que l'indemnisation du chômage pèse sur le pays de résidence pour les frontaliers. Je signale que pour la France, l'addition est extrêmement élevée. Rien que pour la Suisse, l'an dernier, on a dû dépenser 70 millions, ça en a fait rembourser 170. Donc sur le chômage, alors les évolutions n'iraient pas vers un basculement complet de la règle, mais ça peut être un point important pour des frontaliers, et frontaliers qui peuvent travailler, alors français qui travaillent en Suisse par exemple, mais ça peut être aussi pour des frontaliers qui travaillent en France et qui sont indemnisés évidemment dans leur pays de résidence. Donc ça c'est un point qui peut être important, qui est un des points importants aussi pour la France dans les évolutions des règlements. Il y a aussi, je parlais de la législation applicable pour ce qui concerne les détachements. Là il n'y a pas forcément d'évolution profonde, mais c'est à surveiller en termes d'obligations des entreprises ou des organismes de sécurité sociale. Il y a un point sur ce qui concerne les prestations familiales, par exemple. Donc, il y a plusieurs points à surveiller. C'est dans le calendrier de la présidence maltaise actuellement. On ne connaît pas encore les résultats, mais c'est au cours de l'année 2017, on peut voir des évolutions se dessiner. De très près. Oui. Est-ce que ça fonctionne, ce régime fiscal avantageux pour les impatriés? Est-ce que ça décide effectivement des personnes et des entreprises d'envoyer leurs salariés en France? Alors, malheureusement, nous considérons que ce n'est pas un régime qui est très bien connu par les entreprises
entreprises et par les salariés qui viennent travailler en France. Effectivement, sur la grande majorité des personnes qui viennent s'installer en France pour y prendre de nouvelles fonctions, il y a une très petite partie qui en bénéficie réellement. Et je pense qu'il y a un gros effort de pédagogie à faire et de communication vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis des employeurs qui ont un devoir quand même d'information de leurs salariés impatriés en France par rapport à cet environnement fiscal français qui est déjà très compliqué à la base, mais aussi par rapport aux possibilités qui s'offrent à eux d'avoir du coup un revenu net plus important quand même par rapport à un revenu brut classique qu'ils auraient en tant que salariés français et qui leur permettrait justement de se décider plus facilement pour venir en France. Donc c'est clairement un outil d'optimisation, mais aussi un outil qui devrait pouvoir être intégré dans la politique globale de rémunération des employeurs français, s'il était mieux connu. Alors après, il est un peu complexe, il y a un certain nombre de conditions à respecter, voilà, ça c'est évident. C'est au travail, Nicolas Priasco, vous aussi, de le faire connaître, c'est ça? Alors, de le faire connaître, oui, d'autant plus que, alors effectivement, il est un peu méconnu parfois par les principaux intéressés, donc les entreprises et puis les particuliers, mais de fait, c'est un régime, alors il y a quelques conditions d'application qui sont à respecter, bien entendu, mais une fois que ces conditions sont remplies, en fait, c'est un régime qui est très très simple à mettre en œuvre, puisque pour l'entreprise, en gros, ça veut dire, et encore pas dans tous les cas, mais prévoir des primes spécifiques dans le contrat de travail quand vous recrutez quelqu'un. Bon, donc c'est pas non plus d'une complexité complètement dingue. Parfois même ça n'est pas nécessaire parce que dans certains cas, vous pouvez avoir une prime qui est déterminée forfaitairement. Ça veut dire faire un décompte des jours travaillés hors de France par les personnes que vous engagez, mais ça toutes les entreprises a priori le font, parce que quand vous avez des gens, voilà, quand vous avez des gens qui travaillent hors de France, généralement vous le savez, vous notez le nombre de jours, donc c'est pas complètement fou. Et en termes déclaratifs, si vous voulez, c'est dans les données transmises à l'administration fiscale qu'il y a un travail de retraitement un peu des chiffres, mais encore une fois, c'est des choses très légères par rapport aux formalités qui sont généralement à la charge des entreprises. Et pour les individus qui sont qui peuvent bénéficier du régime, c'est également très simple parce que ça n'est pas un régime qui nécessite d'obtenir un agrément. Il suffit de déclarer ses revenus et dans sa déclaration de revenus, d'indiquer simplement quelques mentions obligatoires relatives à l'application du régime. Mais encore une fois, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'assentiment de l'administration fiscale. Elle ne doit pas vous autoriser à bénéficier du régime, en fait. Il suffit de prétendre, bien entendu, pouvoir en bénéficier avec de bonnes raisons. Avec de bonnes raisons, exactement. Voilà. Philippe Sanson, vous avez le sentiment que l'État français fait en sorte d'attirer en matière de protection sociale aussi de plus en plus d'impatriés? Alors, plus en plus, je ne sais pas. Je sais qu'on échange avec des personnes qui sont impatriées. Il y a des facteurs qui sont positifs en termes d'attractivité. Parmi les facteurs, il y a par exemple, et peut-être surtout, le système de soins. Alors, on peut le décrire en interne, mais quand on fait la comparaison, on se console pour le moins. Et donc là, il y a des sujets, je dirais, qui sont objectivement, qui tiennent à la qualité comparée des services en matière de santé. Donc il y a, je dirais, un intérêt parce que du point de vue des salariés, je dirais, il y a une vraie attractivité. Après, c'est la question des cotisations dont on a parlé. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, il n'y a pas d'évolution en la matière. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder, il faut faire attention, c'est qu'en matière de cotisation, nous, on a sur notre site, on suit ça sur 70 pays. Simplement, on ne sait pas toujours dans les autres pays, quand il faut faire des comparaisons, si ce qui relève de cotisation sociale ne relève pas ailleurs d'un autre mode de financement. Et il y a des éléments de comparaison où ça peut être assez difficile de les faire. Après, il y a des règles quand même en matière de détachement qui fait d'un moment donné, on ne peut plus être dans cette situation-là où donc le choix n'existe pas vraiment en matière de sécurité sociale. Philippe Sanson, merci beaucoup. Merci également Stéphanie Lemaine-Tenaillot et à vous Nicolas Priasco. C'est la fin de cette émission, mais aussi des 24 heures chrono de l'International. Merci à vous d'avoir suivi, peut-être pas ces 24 heures, mais au moins certaines heures. Et merci à toute l'équipe technique qui a tenu, elle, 24 heures. À bientôt.